Bienvenue à Planète Terre. À l'émission cette semaine, d'abord les élections au Pérou. Les Péruviens se sont choisis démocratiquement et au fil du rasoir un président de gauche. Nous allons discuter de sa personnalité et de son parcours avec notre invité Alberto Vergara, qui parlera aussi de la situation plus large de l'Amérique latine, de sa santé démocratique. Ensuite, nous allons nous tourner vers l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est en train de se faire dans les ordinateurs, dans les jeux vidéo en particulier? Est-ce que les ordinateurs deviennent sous nos yeux aussi intelligents que nous? Et qu'est-ce que ça implique pour la suite des choses? J'en parle avec Yoshua Benjo, qui est professeur à l'Université de Montréal, titulaire d'une chaire sur la représentation et l'apprentissage pour les jeux vidéo immersifs, c'est-à-dire comment apprendre à votre jeu vidéo d'être plus intelligent, pas plus intelligent que vous, mais plus intelligent pour que vous soyez plus engagé dans le jeu, encore que vous ne l'êtes maintenant, si c'est possible. Mais tout de suite au retour, le Pérou vire à gauche. Nous sommes de retour et nous parlons, comme promis, du Pérou avec notre invité Alberto Vergara. Merci d'être avec nous. Bonjour, François. Alberto, vous êtes à l'Université de Montréal, doctorant, vous avez enseigné l'Amérique latine, vous avez écrit sur le Pérou, qui est votre contrée d'origine, deux ouvrages, Ni amnésique, ni irrationnel, les élections péruviennes dans une perspective historique. C'était au sujet de l'élection précédente de 2006. Et vous venez de publier l'an dernier L'initiation à la politique avec votre collègue Carlos Melen aux presses de l'Université catholique du Pérou. Alors, il vient de se passer quelque chose d'important au Pérou. Vous êtes de retour, vous y étiez encore il y a quelques jours. C'est l'élection d'un candidat de gauche sur le fil du rasoir, après un débat très, très animé, mais totalement pacifique. Ollanta Humala, nouveau président péruvien, qui est-il? Donc, Ollanta Humala, d'abord, c'est pas clair qu'il est un gauchiste. Lui, il se revendique, il s'est toujours revendiqué comme un nationaliste. Comme on sait bien, ce n'est pas nécessairement ni de gauche ni de droite. Le nationalisme, ça fait partie d'une autre partie de la théorie politique. Donc, lui, il se revendique nationaliste, mais il est... donc, il provient des forces armées. Il a été commandant. Il a organisé une révolte qui n'a pas été éclairée dans le sens où c'était une révolte contre Fujimori, même si c'était le même jour que son assistant, son homme fort, Vladimiro Montesinos, partait en voyage. Donc, on n'a jamais connu qu'est-ce qui s'est passé exactement là. Donc, c'était au temps de l'ancien président Fujimori. C'est ça, l'année 2000. Il a fait une petite révolte contre le régime de Fujimori. Et après, en 2005, son frère il a fait une révolte contre le président démocratique Alejandro Toledo que Ollanta Humala a revendiqué par la radio puisqu'il n'était pas au Pérou. Il a donné son appui au début à la révolte. Donc, quelqu'un... qui était vu comme des tentatives de putsch, finalement. C'est ça, un putschiste qu'aujourd'hui nous dit avoir changé, de n'avoir plus ces pulsions antidémocratiques et d'avoir viré vers... Une loyauté vers le régime démocratique électoral. Bon, son père, il vient d'une famille qui était très à gauche, marxiste-léniniste, mais il s'est fait connaître en étant un des commandants de l'armée péruvienne dans le combat contre le Sentier lumineux, cette guérilla maoïste, trafiquante de drogue, enfin on ne sait plus trop. Et donc, une partie de sa popularité, de sa notoriété, vient de son combat contre une guérilla de gauche. Pas tellement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a été présent au combat avec Sentier Lumineux dans les montagnes du Pérou, dans une partie exactement, mais ceci n'est pas quelque chose qui l'a rendu célèbre. Il a fait comme des milliers de militaires. C'est plutôt... aujourd'hui, je veux dire les dernières années, qu'on est allé... sortir ça dans son CV. C'est ça. On a mis ça en lumière. Bien sûr. Pour le dédouaner, peut-être. Oui, parce qu'il y a des accusations assez importantes de violation de droits humains qu'aurait commis lui dans les années 90 quand il était en combat. Ceci, à nouveau, n'est pas complètement éclairé. Les témoins qui avaient donné les témoignages de l'avoir vu, d'avoir fait un tas de choses, finalement, ils ont renoncé à porter le témoignage
la Cour. Il y a des implications, des accusations qu'ils ont reçu de l'argent pour ne plus donner son témoignage. Ça, c'est toujours un peu dans le mystère. Toujours un peu trouble. Oui, toujours un peu trouble. Bon, alors donc, c'est son parcours, mais il représentait donc la gauche aux élections présidentielles. Absolument. Et quel est son programme maintenant? Est-ce que son programme est marqué à gauche et si oui, comment? Donc, lui, il arrive, ce qu'il est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a modéré un discours très radical en 2006, avec un discours ouvertement pro-Chavez, Evo Morales dans cette mouvance latino-américaine, mais qui a connu une modération au fur et à mesure des années. Donc, même le premier tour de cette élection-là, il était déjà quelqu'un moins radical, dans le sens, par exemple, toute une rhétorique anti-chilienne, qui est le voisin du sud du Pérou, qui a toujours une tradition de conflit depuis le 19e, mais il y a des conflits de basse intensité toujours. Donc, cette rhétorique-là, il a laissé tomber. Et je dirais même en termes de nationalisation de l'économie, des étatisations, il a aussi beaucoup changé, même s'il reste le candidat le plus radical de ceux qui étaient en campagne. Parce qu'il faut dire qu'au Pérou, où l'économie va relativement bien, comparé à ses bons voisins, le Brésil et le Chili, donc ce n'est pas la situation économique péruvienne, elle est dans la bonne moyenne latino-américaine, mais il y a des intérêts miniers importants, il y a des intérêts gaziers américains importants, et donc une partie du débat, c'est doit-on nationaliser ou non? En 2006, il disait oui, lors de sa dernière tentative. Maintenant, il dit non, mais il faut taxer davantage, modifier la réglementation, renégocier les contrats. C'est exactement ça. Quand même, on ne sait pas très bien c'est quoi les marges de ce qu'il propose, car entre le premier tour et le deuxième tour, il a beaucoup changé en plus de ce qu'il avait déjà changé, c'est-à-dire pour gagner le 20% additionnel des voix qu'il a eu besoin entre le premier tour et le deuxième tour, il a promis presque rien changer. Donc c'est clair qu'il aura un problème à jongler avec ses principes, avec ses bases, parce que le 32% de son premier tour attendent quelque chose de beaucoup plus radical, et puis le 20% additionnel du deuxième tour va lui dire, écoute, on ne t'a pas choisi pour nationaliser quoi que ce soit. On n'a pas voté pour toi pour changer le régime économique. On a voté pour toi pour maintenir le système démocratique qui était en péril avec la fille de Fujimori. Donc, et même, il a fait il a juré en face à Vargas Llosa, le prix Nobel de littérature, un libéral connoté, en faisant un jurement de ne pas changer les grandes ligne du modèle économique. Donc, il va se trouver dans une situation difficile avec comment présenter ces changements. Avec sa base. Avec sa base. Sa base de fond et avec ceux qui est allé chercher. On va parler de la candidate défaite dans un instant, mais un autre élément de son programme social, lui, semble plus ferme, c'est celui de donner une pension aux pauvres, une retraite aux pauvres péruviens qui n'en ont pas. Exactement. Et ça semble qu'il a été une mesure, une promesse de campagne très efficace avec un segment de la population qui n'était pas représenté, avec des propositions pour les âgés de plus de 65 ans, qui a eu un gros impact dans la campagne. Donc oui, c'est tout à fait vrai. Et puis bon, même si on dit que l'économie va bien, mais comme au Brésil, le niveau de pauvreté est toujours très élevé, selon les indices, 30-32% de pauvreté, et un taux significatif de grande pauvreté aussi, même si c'est en reflux, c'est encore très présent. Alors, la personne qui a été battue par Ollanta Humala, son nom de famille est Fujimori, donc on le connaît. Fujimori, père, est en prison pour 25 ans, l'ancien président, pour une série de malversations, dont de la corruption massive. Et sa fille, Keiko, était la candidate qui avait unifié la droite derrière son nom. Parlez-nous un peu de ce parcours assez particulier. Donc, d'emblée, c'est pas seulement corruption, il est en prison surtout par des crimes contre les droits humains. Donc, c'est une combinaison. Donc voilà. La fille de Fujimori, elle avait un problème, c'est qu'elle peut être au deuxième tour parce qu'elle a comme nom de famille Fujimori, mais pour gagner... Alors c'est ça, c'est un nom qui a quand même une popularité. On peut être en prison
pour corruption et atteinte aux droits de l'homme et quand même avoir un nom qui tire une partie de l'électorat. Quand même. C'est-à-dire, c'est pas énorme, mais c'est considérable. C'est 22-23% de la population qui revendique son gouvernement. Mais je pense que, bien évidemment, c'est pas parce qu'il a commis des crimes ni qu'il a volé plein d'argent. C'est parce que c'est une population qui se rappelle d'un gouvernement qui était présent avec un État qu'on peut qualifier comme assistentialiste, clientéliste, quoi que ce soit, mais un État qui était présent pour beaucoup de gens et qui garde dans l'esprit un souvenir assez positif du gouvernement de Fujimori. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, c'est un atout entre le premier tour au premier tour de se nommer, d'avoir le nom de famille Fujimori, mais au deuxième tour, il faut gagner malgré le nom de famille. Donc, il faut convaincre que, finalement, on n'est pas tellement Fujimori et qu'on n'a rien à voir avec le père, qu'on veut marquer une distance avec son gouvernement et avec les politiques et les crimes qu'il a commis. Donc voilà. Quel était l'argument de Fujimori pour son élection? C'est-à-dire l'argument le plus utilisé par elle, c'était de dire, moi je ne suis pas mon père, ce n'est pas une question d'ADN, et bien sûr ce n'est pas une question d'ADN, mais il était entouré des mêmes personnes qui ont fait partie du gouvernement de Fujimori dans les années 90, et je dirais que jusqu'au deuxième tour, on n'avait jamais entendu un mea culpa des crimes ou quoi que ce soit. Il revendiquait comme le meilleur gouvernement de l'histoire du Pérou. Quand il y a les rallies, les meetings, je sais pas comment, les rassemblements, les gens crient plus que Keiko, que c'est le nom de la fille, ils crient beaucoup plus le Chino, que c'est comme est connu le père. Donc c'était très difficile de placer une distance entre un régime et sa candidate. Est-ce qu'elle s'appuyait sur une crainte d'Humala? Est-ce que c'était un de ses arguments centraux ou elle avait quelque chose à proposer de transformation ou simplement... Au deuxième tour, c'était que la crainte. Mais je veux dire que c'était la crainte des deux côtés. C'est-à-dire, le jour du débat présidentiel, une semaine avant l'élection, le candidat Humala finit son speech en disant avec moi, vous pouvez avoir des doutes, mais avec elle, on a des preuves. C'est une bonne ligne. Ce qui est hallucinant, que c'est une ligne qui a fait, en fait, très célèbre, le politologue Steve Levitsky de Harvard au Pérou. Mais ce qui est important, c'est un candidat ne peut pas dire sur moi, vous pouvez avoir des doutes. C'est comme c'est. Donc, et elle aussi, elle disait toujours, en face, ce qu'on a, c'est la chute dans l'abîme. Dans l'abîme. Ouais. Donc, les deux candidats ont joué la carte de se montrer moins pire que l'opposant. Alors, donc, ça s'est terminé avec 51,2% pour le candidat élu, Ollanta Humala, et donc 48,8% pour Keiko Fujimori. On va prendre une pause tout de suite et on va revenir et on va élargir un petit peu notre perspective pour parler de ce qui se passe autour du Pérou dans le reste de l'Amérique latine. Est-ce que vous avez pensé à une plage musicale pour illustrer notre propos? Oui, je pense qu'on va proposer Cardo Ceniza, que c'est une très belle chanson de Chabuca Granda, une écrivaine péruvienne excellente, une très belle chanson. Qui parle de quoi? Qui parle c'est l'histoire, il semble, de l'histoire de Violeta Parra, qui était une chanteuse chilienne très célèbre, qui a commis un suicide. Il semble que c'est une histoire d'amour un peu tragique au sujet de Violeta Parra, mais... Et le titre encore, c'est? Cardo o Ceniza. Cardo o Ceniza. Alors, on revient tout de suite avec Alberto Vergara, parler du Pérou et de l'Amérique latine, et on écoute la plage musicale qu'il nous a suggérée. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Sí, señora. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo, ceniza, ¿cómo será? Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du CERIAM. Ici Jean-François Lisée. On parle du Pérou et de l'Amérique latine avec notre invité Alberto Vergara, qui est détenteur d'une bourse de la Fondation Trudeau. On vous en félicite. Spécialiste des questions latino-américaines ici à l'Université de Montréal. Alors, cette élection donc, d'un président, disons, de centre-gauche au Pérou s'ajoute à des élections récentes de candidats de gauche modérés en Uruguay, au Salvador,
à l'élection de la successeur de Lula au Brésil, mais sur le flanc sud du Chili, à un président de droite. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord, pour la santé démocratique de l'Amérique latine, et ensuite pour la force de la gauche et de la famille de gauche, parce que ça va jusqu'à Chavez, dans le continent. D'abord, pour la santé démocratique. Moi, je pense que c'est très important pour la santé démocratique de l'Amérique latine, cette élection, à cause de plusieurs choses. En premier lieu, pour le Pérou, en tant que tel, avec la tradition de dictature, autoritarisme qu'on a eu pendant 2 siècles, c'est déjà très bon qu'on a réussi à choisir pour la 3e fois consécutive librement un président de la République. C'est déjà un fait à noter depuis que la démocratie est retournée en 2001. Dans un deuxième plan, je pense que c'est très intéressant en Amérique latine en termes de démocratisation, non seulement dans un plan institutionnel, que c'est très bien, mais dans un sens peut-être plus social. On se retrouve avec Lula, qui était le président du Brésil, donc quelqu'un qui n'avait pas fini l'école, dont l'épouse avait été morte en accouchant. Morales, qui est un président d'origine très humble. 3 de ses frères sont morts quand ils étaient jeunes. Lugo, un prêtre du milieu rural du Paraguay qui arrive au pouvoir. Donc il y a une sorte de démocratisation sociale aussi dans le renouvellement des élites au pouvoir, je pense, qui est très important à souligner. L'idée que n'importe quel citoyen peut devenir président voilà, est une idée neuve. Voilà, même si pas vrai au complet, ça fait quand même un changement. Et puis des femmes aussi, des femmes en Argentine, des femmes au Chili. Avant M. Piñera, il y avait Michelle Bachelet au Chili. Maintenant au Brésil. Maintenant au Brésil, bien sûr. Donc ça fait déjà une démocratisation dans un autre sens, au-delà de la question diversification institutionnelle. des origines du pouvoir. Voilà, absolument. Donc ça pour la santé démocratique. Moi, je pense qu'on ne sait pas encore si Humala va tomber du côté gauche démocratique républicaine à la Uruguay, Chili, le Brésil, ou si finalement il va essayer de faire quelque chose qu'on pourrait nommer un peu abusivement comme d'une gauche des Andes, c'est-à-dire beaucoup plus plébiscitaire, qui essaye de s'appuyer directement dans des bases mobilisées dans les rues et dans un leadership assez charismatique. On l'attend, je pense que c'est la raison pour laquelle Humala faisait tellement peur dans des secteurs très grands de la population. Donc, c'est pas certain avec quelle gauche on est en train de parler maintenant. Néanmoins, il s'est défendu d'être un gauchiste à la Chavez, parce que ça, c'était un argument de la droite, c'est-à-dire c'est un nouveau Chavez au Pérou, mais des analystes disent que c'est très exagéré, ce n'est pas du tout le même type. C'est exagéré aujourd'hui, mais il faut quand même admettre qu'il l'était il y a 5 ou 4 ans. Donc, c'est pas il y a 2 décennies, c'est tout à fait récent. Donc les soupçons sont, je pense, en partie justifiés. Cependant, hier, il a commencé son premier voyage en tant que président élu. Il a choisi bien, je pense, ces pays comme première destination. Donc, il fait le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay. Donc, c'est un geste très clair de dire je bouge vers le sud, je bouge vers le Mercosur et beaucoup moins vers les pays dans la mouvance Chavez. Ce qui est intéressant aussi parce que la droite lui demandait de faire un voyage, son premier voyage devait être Washington, Londres, pour tranquilliser les investisseurs. Puis sa gauche dure lui disait il faut aller voir Morales, Chavez. Donc c'est déjà tout un geste, je pense, qu'il faut bien lire et voir si le geste donne lieu à des politiques publiques qui se correspondent avec le geste. Alors comment va Chavez, lui? Il était, il y a quelques années, une force significative. Elle n'a jamais été dominante. Lula était la force dominante. Mais est-ce qu'il est en voie de marginalisation en Amérique latine? Je pense que depuis longtemps, depuis quelques années, il est en voie de marginalisation.
Son modèle ne séduit plus personne dans le sens où l'inflation au Venezuela est la plus haute de l'Amérique latine. Caracas, la capitale, est devenue la ville la plus dangereuse de l'Amérique latine. Au niveau de la criminalité? Au niveau de la criminalité, c'est ça. Plus dangereux que Rio ou Sao Paulo? Beaucoup plus. Ah oui. C'est seulement avec San Salvador Et ça se compare? que se compare, je pense, avec, ou peut-être que je me trompe, mais c'est une ville de l'Amérique centrale avec qui c'est comparable. Donc c'est déjà un modèle qui ne séduit pas grand monde, tandis que dans les dernières 5 ou 6 ans, le modèle brésilien est devenu quelque chose de beaucoup plus séduisant, avec une croissance importante économique, avec des taux de réduction de pauvreté importants. Donc je pense que ça aussi, ça a eu un impact sur la politique latino-américaine. Les réformes en cours à Cuba, réintroduction de l'entreprise privée, de la petite entreprise, mise en cause du modèle, est-ce que ça enlève de l'élan à la gauche traditionnelle marxiste en Amérique latine? Je pense que la gauche traditionnelle marxiste n'est plus importante, c'est-à-dire elle est un peu ailleurs, le pouvoir n'importe où. C'est-à-dire, sauf peut-être quelques cadres au gouvernement de Morales qui se réaffirment léninistes, je pense que c'est plutôt une gauche qui n'est plus présente. Ce qu'il y a comme gauche, c'est enfin, des mouvements plus sociodémocrates et sinon des mouvements plus populistes latino-américains traditionnels. Mais je pense que la gauche, au sens dur, socialiste, ça reste quelque chose d'assez cubain. Alors donc Cuba au nord-est, revenons sur la frontière sud du Pérou, le Chili. Depuis l'automne dernier, un président de droite qui est arrivé après le gouvernement de Mme Bachelet et qui avait encore dans son entourage des personnes qui avaient travaillé avec Pinochet dans le passé. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, après plusieurs mois de ce nouveau président? Je ne connais pas exactement le cas chilien comme en soi, mais je pense que finalement, on est face à une droite qui a fait un parcours, il a pris 20 ans d'opposition. Lui, finalement, c'était un candidat au temps de Pinochet, il avait voté non contre la réélection de Pinochet en 1989. Donc, c'était une droite qui avait essayé de se modérer, de changer. Et je pense qu'ils sont en train de faire un gouvernement qui semble moins pinochetiste de ce que la rhétorique c'est la moindre des choses. Montré. Alors donc cette activité électorale latino-américaine est intéressante. Hein, c'est un point qu'on n'aurait pas pu faire dans les années 70 où le continent était sous essentiellement des dictatures. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder là, dans les mois ou l'année à venir, les batailles électorales importantes où il y aura peut-être un repositionnement gauche-droite? Je pense qu'il y a 2 élections qui s'en viennent, qui sont importantes. C'est en Argentine et au Mexique. En Argentine, donc sûrement la présidente Cristina Kirchner qui va essayer de se réélire. Il semble assez certain qu'elle va réussir à ça. Cependant, ça reste à voir si l'opposition argentine réussit à avoir à marge gagner quelque chose, avoir un candidat important et voir si jamais il y a un parti politique qui peut se replacer comme un parti d'opposition. Le parti le plus important, l'Union Cívica Radicale, semble très affaibli depuis longtemps. Il faudra voir si eux, avec la gauche, peuvent mettre un candidat important et voir un peu comment se déroule la question en Argentine. Parce que la présidente, qui est un peu l'héritière du mouvement péroniste, est très centriste. Elle occupe le centre, non? Elle occupe le centre, c'est ça. Elle occupe un peu le centre et comme l'ont toujours fait le péronisme, c'est-à-dire les batailles idéologiques sont à l'intérieur du mouvement. Donc il y a une droite, une gauche à l'intérieur du péronisme et une fois qu'il y a des élections, on est tous péronistes. Donc, et au Mexique, évidemment, la dernière élection avait été très contestée entre la droite et la gauche. D'ailleurs, le candidat de gauche, l'ancien maire de Mexico, avait contesté le résultat. Mais là, il ne se représente pas, d'après ce que je comprends, mais Exactement. Il y aura quand même un candidat de gauche qui a des chances raisonnables de l'emporter. Il y aura un candidat de gauche qui est le maire de Mexico, sûrement. Il y aura un candidat du PRI aussi qui est en opposition, qui est le gouverneur
de la capitale, du Mexique. Donc, ça sera important de voir qu'est-ce qui arrive. Il semble que le PRI devrait retourner au pouvoir après une décennie en opposition. C'était le Parti révolutionnaire institutionnel, Institutionnel. ce genre de contradiction dans les termes, qui était le parti unique pendant très longtemps. C'est ça. Et qu'il y a un sens commun dans la discussion mexicaine qui pense qu'eux, ils peuvent remettre de l'ordre dans un pays qui a chuté un peu dans le chaos violent. On verra ce que ça donne et on verra si le candidat, si jamais celui de la gauche, du PRD, peut entrer au débat dans l'opposition PRI-PAN qui est au pouvoir. Alberto Vergara, c'est tout le temps que nous avons. Est-ce que vous avez une autre plage musicale à nous suggérer? Oui, donc je vous propose d'entendre une chanson d'un groupe qui est pour moi peut-être le meilleur groupe de rock qu'il y a eu au Pérou, qui faisait une fusion de la musique des Andes avec du rock, qui s'appelait El Polen. Et donc, c'est une chanson qui s'appelle Magdalena del Mar, que c'est un quartier à Lima, en face à la mer. C'est une belle chanson. Merci beaucoup de tous ces éclaircissements sur le Pérou et l'Amérique latine, Alberto Vergara. Et on écoute, grâce à vous, du rock péruvien, Magdalena del Mar. Magdalena del Mar, tu vida como provoca, con dolorcito de lima limón, en tu chompita de alpaca, por Pasolini y Buñuel, déjase. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, ici Jean-François Lisée. Je vais vous donner une information qui fera tressaillir dans les chaumières ceux qui ont vu les films de Terminator, entre autres. La voici: d'ici 2040, 2500 avions militaires américains commenceront à être équipés de sorte qu'ils soient pilotés par l'intelligence artificielle. Plus de 10 000 véhicules terrestres et 7 000 dispositifs aériens commandés d'ores et déjà à distance s'ajouteront à ces avions. L'intelligence artificielle dans nos vies, est-ce que, comme on le pense depuis Frankenstein, il y a un moment où cette intelligence artificielle deviendra consciente d'elle-même et décidera que finalement nous sommes superflus? C'est le débat qui est infligé aux professeurs qui travaillent sur des applications beaucoup plus simples de l'intelligence artificielle et que donc nous allons infliger à notre invité aujourd'hui, Yoshua Bengio. Merci d'être avec nous malgré tout. Merci Jean-François. Alors, Yoshua, vous êtes professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle ici à l'Université de Montréal et vous êtes titulaire d'une nouvelle chaire industrielle en apprentissage de représentation pour les jeux vidéo immersifs. C'est une chaire qui est financée à la fois par le Conseil de recherche en sciences naturelles et de génie et par Ubisoft, qui est en pointe ici à Montréal sur le développement de jeux vidéo. Donc, on va parler tout à l'heure de comment l'étape actuelle d'intelligence artificielle peut aider les concepteurs de jeux vidéo, sur ce quoi vous travaillez, mais on ne peut pas vous avoir sans parler de Terminator, c'est-à-dire plus largement de cette question d'intelligence artificielle, où en est-on? Et peut-être ce serait plus simple de commencer, vous me l'avez suggéré, par d'abord l'intelligence, comment peut-on la définir, et ensuite, comment peut-on définir l'intelligence artificielle? D'accord. Alors, l'intelligence, premièrement, ce n'est pas quelque chose sur lequel tout le monde s'entend, ce que c'est, mais je vais essayer de vous donner ma définition, sur laquelle je pense que beaucoup de gens dans ma communauté scientifique s'entendent. Pour moi, c'est la capacité d'un agent, qui peut être une machine autant qu'un être vivant, de prendre des bonnes décisions. Et dans le cas des animaux, prendre des bonnes décisions, ça revient à prendre des décisions qui lui permettent de survivre, de se reproduire, etc. Dans le cas des machines, c'est nous qui allons les programmer et donc qui allons décider ce qui va être une bonne décision ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'un agent peut prendre des bonnes décisions? C'est d'une certaine manière qu'il a une forme de compréhension du monde qui l'entoure, de façon à ce que, étant donné le contexte dans lequel il est, il va prendre des bonnes décisions. Il va pouvoir, d'une certaine manière, prédire les conséquences de ses gestes. Et pour que ça puisse se faire, ça nécessite une forme de connaissance. Donc, dans intelligence, il y a connaissance. On pourrait penser faussement, que la connaissance, c'est uniquement la connaissance livresque, écrite ou sur Internet, que les humains partagent. Mais en fait, même une souris a des connaissances.
Mais ce n'est pas des connaissances explicites, c'est des connaissances implicites. C'est-à-dire qu'il y a un circuit, son corps, son système nerveux, qui fait en sorte que, face à une certaine configuration de ses sensations, elle met la patte au bon endroit, elle envoie les bonnes molécules dans l'air, qui fait que la fourmilière fonctionne. Donc, la connaissance, elle est distribuée dans tous les mécanismes. Une mécanique peut avoir, disons, d'une certaine manière, des connaissances, même si elles ne sont pas facilement verbalisables. Et nous, les humains aussi, on a beaucoup fait l'erreur en intelligence artificielle de croire que toutes nos connaissances étaient des connaissances qu'on pouvait exprimer verbalement. Et les premières années de recherche des années 50, 60, 70, en intelligence artificielle, ont essayé de construire des machines intelligentes en leur donnant nos connaissances verbales, parce qu'on communique avec la machine à travers un langage, mais ça n'a pas fonctionné vraiment très bien. Parce que beaucoup des choses qu'on connaît, comme comment on fait pour marcher, pour comprendre une image, une scène qui nous entoure, un son, c'est pas quelque chose qu'on est capable d'expliquer de manière exacte et complète à un ordinateur. Donc, Mais c'est quand même pas quelque chose qui est inné ou nécessairement simplement instinctif. C'est quelque chose qu'on a appris dans les premières années de notre vie, les premiers mois de notre vie. Et cet apprentissage-là qui nous a donné un bagage de connaissances, qui s'est disons, imprégné dans nos mécanismes internes et qui maintenant, on n'y pense plus, c'est là une fois pour toutes. Mais, donc, cette période-là de premier apprentissage de base, de connaissances qui n'étaient pas préexistantes, c'est ce qui est le plus difficile à reproduire pour une machine. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas capable de construire un ordinateur qui aurait les connaissances implicites d'un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans fait des miracles. Bien, c'est pas vraiment des miracles en ce qui me concerne, c'est simplement une mécanique très complexe qui viennent de ses gènes et de l'apprentissage qu'il a fait dans les premières années de sa vie. Il y a des connaissances qui viennent des deux. L'instinct aussi, ça existe, mais la partie la plus intéressante pour moi, d'un point de vue intellectuel, c'est la partie qui permet l'acquisition des connaissances, donc l'apprentissage. Et puis donc, on peut facilement apprendre à un ordinateur à jouer aux échecs parce que là, il n'a qu'à... il y a un certain nombre de règles, il voit ce qui se déplace sur le jeu, enfin, il le voit dans son propre langage, mais il n'a pas à bouger, marcher, répondre, avoir un environnement complexe. C'est ça, donc finalement, c'était relativement facile de gagner aux échecs. Ce qui fait que c'est facile, les échecs, entre guillemets, c'est que le nombre de configurations avec lesquelles on doit jongler est quand même limité. Par contre, si je vous présente juste une image de 128 par 128 pixels, ce qui n'est pas une très haute résolution, ce que nous on voit tous les jours sur un écran, le nombre de configurations de pixels est énorme, est incalculable, plus que le nombre d'atomes de l'univers. Donc, c'est beaucoup plus grand plus riche comme matière que les échecs. Et un enfant de 2 ans ou une souris est capable de faire du sens de ça, puis d'agir en conséquence, alors que les ordinateurs commencent à le faire, mais loin de ce niveau-là. Donc, pour Frankenstein, on n'a pas encore à s'énerver trop. Bon. Alors, on n'a pas à s'énerver, mais on fait des grands progrès. Oui. Quel est, donc, en 2011, il y a un point de comparaison dont on dit qu'il est très discutable, c'est la capacité de raisonnement du cerveau par rapport à la capacité de raisonnement mathématique d'un ordinateur. Lorsque les premiers Apple sont sortis, il y avait une très, très grande marge. Mais maintenant, la marge est en train de se rétrécir et bientôt, la capacité computationnelle d'un ordinateur va être plus grande que celle d'un cerveau. Ça va prendre encore quelques années, mais puis ça dépend comment on fait nos calculs. Est-ce qu'on parle d'un ordinateur sur une table ou tous les ordinateurs de la planète? Évidemment, actuellement... Un système d'ordinateurs interreliés. Un système d'ordinateur interrelié, on en a encore pour quelques années, mais effectivement, c'est tout à fait envisageable que d'ici peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça, on aura atteint une puissance de calcul comparable à ce qu'on aurait dans le cerveau d'un mammifère. Et ça ne suffit pas. Pourquoi? Non, parce que on ne connaît pas la recette magique, bien qu'il n'y a pas de magie, mais elle est mystérieuse, qu'il y a dans notre cerveau. Qu'il y a dans le cerveau des mammifères ou même des oiseaux. On comprend beaucoup plus de choses sur le cerveau aujourd'hui. C'est un des sujets qui m'intéresse aussi, soit dit en passant. Mais on est loin d'avoir capté
vraiment, au niveau mathématique et traitement de l'information, la recette qui se trouve dans notre cerveau. Et l'endroit le plus intéressant du cerveau, pour ça, c'est le cortex, qui est l'endroit qui permet au cerveau d'apprendre toutes sortes de choses variées. Donc, c'est pas préprogrammé, c'est vraiment là que l'apprentissage générique se passe. Et ça, on ne le comprend pas. Donc, on ne sait pas comment ce super ordinateur, donc mathématiquement plus intelligent qu'un cerveau, on ne sait pas comment lui dire d'apprendre des choses variées. Il sera toujours dirigé par un programme relativement linéaire. Aidez-moi. Toujours, Enfin, pour j'espère l'instant. pas. C'est le but de mes recherches, c'est de faire en sorte qu'on finisse par comprendre ces mécanismes, ces principes mathématiques et informatiques, le traitement de l'information qui sont dans notre cerveau et qu'on utilise ça à des fins bénéfiques pour l'humanité. Et, donc, je vois qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Ces progrès se traduisent de manière technologique. Et j'ai très peu de doutes sur le fait qu'on va arriver d'ici quelques années à des ordinateurs qui nous donnent une impression d'intelligence de plus en plus. Puis on n'y pensera même pas. Ça va venir graduellement. Là. Il y aura pas, selon moi, il n'y aura pas d'explosion épeurante d'intelligence artificielle, comme certains le prétendent. Est-ce que... donc, il y a deux choses aussi. Bon, on dit l'intelligence. Est-ce que c'est... Bon, alors, il y a la capacité d'apprendre soi-même. Ça, c'est très important. Ça, on est en train... D'ailleurs, vous travaillez là-dessus pour que des jeux vidéo apprennent eux-mêmes comment s'adapter aux volontés ou aux particularités du joueur. On va y revenir. Oui. Maintenant, apprendre soi-même, c'est une chose. Être conscient de soi, dont on dit parfois, ben, ça, c'est le signe de l'intelligence réelle, c'est la conscience de soi. Je crois pas. Je pense que la conscience est une chose et l'intelligence est une autre. Il se trouve que chez les êtres vivants, les animaux, les deux vont ensemble pour des raisons qu'on peut élucider. Il y a des bonnes raisons pour croire que la conscience est utile aux êtres vivants pour leur survie, parce que la première mission d'un être vivant, c'est de s'occuper de lui pour survivre. Et la conscience démarre de là. Mais si on construit nous-mêmes des machines intelligentes, ces machines n'auront pas nécessairement à voir à leur survie, parce qu'on va les brancher dans le mur puis leur donner de l'électricité, d'accord? Et on va les réparer. Donc c'est pas le même contexte. Et il n'y a rien qui nous empêche, selon moi, de construire des machines qui n'auront pas d'ego, qui n'auront pas plus de conscience d'elles-mêmes qu'un frigidaire a une conscience d'elle-même. Simplement, on va pouvoir leur poser des questions, elles vont pouvoir nous répondre, elles vont pouvoir comprendre une scène et donc s'en servir pour prendre des décisions selon ce que nous, on aura décidé. Ça, c'est ce que je crois. Évidemment, il y a des gens qui ont peur que les machines prennent conscience et décident... Mais d'abord, avant d'avoir peur, est-ce qu'il est théoriquement possible qu'une machine soit consciente d'elle-même? Ah oui. Ah oui? C'est théoriquement possible? Ben, je vois pas de raison pourquoi pas. Mais dans l'avenir prévisible? Si on décide de faire des machines conscientes d'elles-mêmes, on pourra le faire. D'accord. Mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça, sauf pour jouer à Frankenstein. Oui. Il y aura peut-être des gens qui voudront le Il faire. y a toujours 2-3 personnes dans le monde qui veulent jouer à Frankenstein. On n'est pas obligé d'aller sur cette route-là. Oui. Mais elle existe. Ensuite, ou avant, il y a l'intelligence artificielle et la simulation d'intelligence. Hein, je veux dire, on peut... donc, il y a la recherche de créer une machine qui est vraiment intelligente et qui pourrait avoir ou non la conscience de soi, mais aussi avoir la volonté de se préserver, de trouver des sources d'énergie, etc., pour faire ce qu'on lui a dit de faire. Donc, une certaine intelligence. Et il y a la chose qui s'en rapproche, qui est la simulation de l'intelligence, où là, on apprend à la machine à faire semblant d'avoir des réactions émotives, intelligentes. Pour moi, il n'y a pas vraiment une distinction dans le sens qu'à partir du moment où on travaille avec l'ordinateur, c'est un programme qui roule, c'est une simulation. Là où il y a simulation, c'est si on voudrait faire semblant de quelque chose. Donc, peut-être prêter des émotions à la machine alors qu'elle n'en a pas, de façon à ce qu'il y ait un dialogue qui soit agréable pour l'humain. Donc ça, il y a déjà des gens qui réfléchissent à ça. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Les gens qui mettent au point des interfaces usagées réfléchissent à comment faire en sorte que l'interaction donne l'impression que l'humain, ses émotions sont prises en compte, etc. Donc là, il y a un aspect simulation, mais
tout se passe dans l'ordinateur, tout est une simulation. Mais, On parle avec Yoshua Bengio, qui est spécialiste en intelligence artificielle. On va revenir pour parler des jeux vidéo, mais d'abord, on va s'interrompre pour une pause musicale. Qu'est-ce que vous nous avez... à quoi avez-vous réfléchi pour une pause en musique? Moi, un de mes films fétiches, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puis, la musique triomphale qu'on y retrouve me plaît beaucoup. Alors, 2001, Odyssée de l'espace, pour les plus jeunes, qui est sans doute un des premiers films de science-fiction, enfin, grand public, où on voyait un ordinateur intelligent qui décidait de prendre le contrôle de son vaisseau spatial et ne voulait pas se faire débrancher. Oui, exactement. Alors, on revient tout de suite. On écoute, grâce à vous, la bande sonore de 2001, Odyssée de l'espace. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Ici Jean-François Lisée et on discute avec Yoshua Bengio, qui est professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, titulaire d'une nouvelle chaire avec Ubisoft en apprentissage de représentation pour les jeux vidéo immersifs. Alors, donc, on a discuté d'intelligence artificielle, on a essayé de se projeter dans l'avenir. Maintenant, revenons au présent. Vous travaillez sur l'application des techniques actuelles d'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'utilisation possible de ces techniques dans le contexte des jeux vidéo. Donc, je vais vous en donner quelques exemples, mais d'une manière générale, on cherche à faire que l'ordinateur comprenne mieux le joueur et utilise cette connaissance pour faire en sorte que le jeu soit plus agréable, plus excitant, plus immersif, donc il se sente plongé dans son milieu de jeu. Et pourquoi l'intelligence artificielle, en particulier les techniques d'apprentissage, ce qui est vraiment ma spécialité, sont intéressantes? C'est parce que dans le domaine des jeux vidéo, comme dans beaucoup d'autres domaines, on génère beaucoup de données et ces données peuvent servir d'exemple pour que la machine apprenne quelque chose qui peut être utile. Exemple, une application qu'on considère, c'est ce qui s'appelle le filtrage collaboratif ou les systèmes de recommandation. Donc, quand vous allez sur Amazon et qu'on vous recommande des livres, ce qui s'est passé, c'est que l'ordinateur a vu les choix de livres que beaucoup de gens ont fait et que vous avez fait dans le passé, et en corrélant d'une manière intéressante toutes ces données-là, vous faites des recommandations qui souvent ne sont pas mauvaises. Dans les jeux vidéo, on peut faire la même chose. Et là, c'est vraiment personnalisé. Ces recommandations vous seront faites à vous. En fonction de l'information que l'ordinateur a sur vous. C'est ça, parce que vous êtes déjà allé sur le site, exact. Vous avez demandé un certain nombre de livres, vous avez visité certaines pages, peut-être. Vous avez peut-être donné un commentaire positif à certains livres, négatif à d'autres. Donc, quand vous retournez sur le site, l'ordinateur d'Amazon est assez intelligent pour savoir que le total de tous les signaux que vous avez vous-même envoyés, qui ne sont pas jamais perdus, permet de dire, vous devez acheter le dernier bouquin ou je vous suggère. Il va calculer une probabilité que vous soyez intéressé à tel ou tel item. En fait, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer pour chacun des usagers, étant donné tous les attributs qu'on mesure pour cette personne-là, et pour chacun des items avec leurs attributs aussi, la probabilité que l'usager soit intéressé à l'item. À partir de tous les exemples, on a vu que la personne aimait ou n'aimait pas telle chose. Donc ça, c'est un exemple d'application. Dans le jeu vidéo, c'est quoi les items? Par exemple, il y a des jeux vidéo où les usagers fabriquent des cartes, c'est-à-dire des endroits pour jouer. Et là, il peut y en avoir donc des milliers, des centaines de milliers, puis c'est difficile. Comment choisir là-dedans? C'est comment choisir un livre. Alors, selon les préférences que vous avez émises dans le passé, vous avez joué dans tel endroit, vous avez aimé ça, on va vous recommander des choses semblables. C'est-à-dire, parce que moi, je ne suis pas un gros joueur de jeux vidéo, je laisse ça à mon fils, qui me les explique au souper, et je ne comprends pas tout. Alors, donc, vous dites, j'entre dans le jeu vidéo, je choisis des endroits, j'ai, disons, 25 endroits différents où je peux jouer. Des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Bon, mais il se trouve que depuis 3 mois, j'aime plutôt ce type d'endroit plutôt que cet autre type d'endroit. En fait, vous avez visité tel endroit, tel endroit, tel endroit. Celui-là, vous l'avez aimé, celui-là, vous ne l'avez pas aimé.
Et l'ordinateur va utiliser une notion de similarité entre ces endroits-là pour vous en proposer d'autres que vous aimez. De même qu'on pourrait vous proposer des chansons, des films, etc., grâce à la similarité qui existe entre ces objets. Mais là, vous dites on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut enregistrer la façon dont le joueur utilise sa manette pour jouer. Est-ce qu'il est très bon à viser une cible, ou il est très bon à se déplacer ou à sauter, ou moins bon à telle chose, et donc lui offrir, modifier le jeu pour s'adapter à sa propre capacité à de son jeu. style de jeu, par exemple. Alors, un autre exemple qui est relié à celui-là, c'est faire des équipes. Donc, dans les jeux en ligne aujourd'hui, les gens, on va les regrouper avec d'autres personnes qui sont sur Internet. Comment choisir les équipes? Donc, évidemment, on veut que les équipes soient de niveau comparable, mais ce n'est pas suffisant. On voudrait mettre ensemble des gens qui se complémentent bien dans leur style de jeu et puis, d'une manière générale, trouver des combinaisons qui vont faire que les gens vont aimer la partie. Parce que le but du jeu, le but de l'opération, c'est de faire en sorte que les gens jouent encore plus. Bien sûr. C'est ça. Il y a un intérêt commercial. Il y a une raison pour laquelle Ubisoft investit dans cette chaîne. Bien sûr. Bon, bien sûr. mais quand même, ça permet de développer la connaissance humaine là-dessus. Ouais. Et donc, et j'ai lu dans les textes que vous m'avez fait parvenir que non seulement ça, mais on pourrait même faire utiliser la reconnaissance faciale. Oui, alors c'est un des voir, aspects. Si je suis de bonne humeur, je suis de mauvaise humeur, j'aime ça, j'aime pas ça. Et à partir de cette reconnaissance... Orienter le jeu. Orienter le jeu. Exact. À partir de quel point est-ce que ça vous fait peur? Ben non, le but, c'est que les gens aient du fun. OK. C'est pas épeurant. OK. Mais est-ce qu'on aurait le droit de désactiver ça quand même? Parce qu'on trouve que c'est un peu trop... Bon, il y a peut-être des informations que je ne veux pas donner à Ubisoft sur ma reconnaissance faciale. De toute façon, j'imagine que vous pouvez toujours éteindre la caméra ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'acheter un jeu qui vous offre cette option-là. Non, l'intérêt, c'est que l'expérience du jeu vidéo, c'est une expérience émotionnelle. C'est comme un film, mais on est actif. Oui. Et donc, ce que le designer d'un jeu vidéo essaye de faire, c'est d'amener le joueur à travers une expérience émotionnelle, des hauts, des bas, des peurs, des grandes joies. Et donc, ça tombe sous le sens que pour réussir ce défi-là, ça va mieux si on voit comment la personne réagit. Si on n'y a pas fait assez peur, on augmente peut-être... On augmente la dose. Et puis, mais est-ce que la reconnaissance faciale pourrait indiquer aussi à l'ordinateur que le joueur est sur le bord de la crise cardiaque et qu'il faudrait peut-être baisser l'intensité du jeu? Possiblement. On peut imaginer toutes sortes de choses. Vous n'avez pas eu cette idée-là? Non, on n'a pas pensé à ça. Alors, je veux mon 10 Parce qu'imaginez le nombre de poursuites qui seront évitées grâce à ça. Il y a quand même un enjeu économique. Mais alors ça, c'est donc tout l'aspect. Donc, on voit que c'est très, très riche d'essayer d'adapter le jeu. Mais cela signifie que l'ordinateur qui est en train, donc c'est un jeu en ligne, évidemment, donc on est dans l'ordinateur, dans les serveurs d'Ubisoft. Donc, ça dépend des jeux. Il y en a qui sont en ligne, il y en a qui sont à la maison. OK. Mais ça prend une capacité de calcul très forte pour s'adapter constamment à chaque joueur et pendant ce temps-là, on invente le jeu aussi. Et vous dites que l'intelligence artificielle permet, d'autre part, à l'ordinateur de réduire l'énergie nécessaire et le nombre de calculs nécessaires parce qu'on lui permet d'anticiper ce qu'il doit faire pour chaque utilisateur? Oui, c'est-à-dire que les techniques d'apprentissage machine, d'intelligence artificielle, vont servir non seulement de manière directe dans l'interaction avec l'usager, ce dont on a parlé jusqu'à présent, mais vont permettre tout simplement à l'opération de mise au point des jeux comme entreprise d'être plus efficace. Souvent, ces techniques-là sont utilisées dans l'industrie pour augmenter la productivité. Donc, c'est des outils de productivité. Exemple, les designers de jeux passent beaucoup de temps à faire des opérations manuelles pénibles pour les animations, pour pouvoir aligner les points du visage, pour pouvoir aligner des personnages à des acteurs, etc. Et si on peut automatiser une partie de ça, on va gagner beaucoup de temps pour que les artistes qui font ça puissent se concentrer sur l'art et non pas sur cliquer sur des choses un petit peu futiles. Un autre exemple, c'est la compression des animations. Donc, actuellement, une des limites des jeux vidéo, c'est qu'ils aimeraient pouvoir mettre plus de contenu, mais pour que ça roule sur une console qui n'a pas beaucoup de mémoire, on est limité en espace mémoire et donc en richesse du contenu.
Si on a des modèles qui apprennent à partir de beaucoup d'exemples de mouvements, de personnages, la nature statistique de ces mouvements-là, on peut se servir de ça pour compresser beaucoup plus efficacement ces fichiers-là. Et donc, on va pouvoir en mettre plus dans l'ordinateur et fournir un jeu plus intéressant. Donc, ce sur quoi il fallait travailler, maintenant, on peut créer un automatisme. La machine apprenant n'a pas besoin de la totalité des informations. L'humain et la machine vont travailler de concert. Ça va être des outils, parce qu'il y a beaucoup de choses que la machine ne pourra pas faire. Il y a un esprit artistique, créatif là-dedans qu'on est loin de pouvoir atteindre. Mais si on peut automatiser une partie du travail moins intéressant, ce sera économiquement rentable pour Ubisoft, comme ce genre de technique l'est déjà pour d'autres industries. Alors, il y a un autre aspect de votre travail qui est intéressant, et là, vous sortez de la machine et on revient à l'idée d'intelligence et de système d'intelligence. Ouais. Vous dites finalement, la réflexion qu'on a sur l'intelligence humaine nous porte à penser que, comme un réseau d'ordinateurs, en fait, les humains sont des réseaux qui apprennent par réseau et pas seulement individuellement. Exact. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que ce qui nous amène à être intelligents, donc à avoir toutes les connaissances qu'on a et que ces connaissances soient inscrites dans notre cerveau, c'est quelque chose qui, d'un point de vue mathématique, difficile. C'est un problème d'optimisation difficile. Et l'hypothèse que j'ai, c'est que si on n'était pas plongé dans la culture humaine depuis notre tendre âge, on n'y arriverait pas par nous-mêmes à ce niveau d'intelligence. Et puis, ce que je dis, presque une évidence pour des psychologues ou des anthropologues, mais moi, j'essaie de le relier à les raisons mathématiques, pourquoi c'est comme ça. Et ce que ça a comme conséquence, c'est que, dans le fond, on ne doit pas considérer l'humain comme une machine apprenante individuellement, mais ce qui nous amène à ce niveau de richesse intellectuelle, c'est la collectivité humaine. C'est qu'on tire avantage de ce que les autres ont découvert. Puis là, la magie là-dedans, l'opération gagnante, c'est qu'on peut combiner les parties de connaissances qui ont été découvertes par différents individus. C'est ça le rôle principal de la culture. Donc finalement, si une telle personne a découvert quelque chose d'intéressant, elle peut le communiquer à d'autres, et les bonnes idées se propagent comme des virus, d'où l'idée des mèmes. Et ça fait en sorte que pour comprendre vraiment l'intelligence, il faut regarder le système complet d'une société, d'un groupe humain, qui, dans le temps, au travers des générations, collectivement apprend à comprendre son environnement, à prendre des décisions, etc., et à acquérir des connaissances. Donc là, ce n'est pas le même niveau d'analyse. Et les concepts qui sont là-dedans sont assez proches des concepts mathématiques qui nous permettent de comprendre l'évolution. C'est relié à l'évolution. Ici, vous dites, donc, j'essaie de reproduire l'intelligence, donc de créer une intelligence artificielle. Il faut donc mieux comprendre les processus de formation de l'intelligence humaine. Ouais. On se rend compte que c'est pas seulement une machine, mais c'est une machine qui absorbe. Et on revient à l'idée de départ, d'y absorbe même des choses dont elle ne sait pas, qu'elle va les reconfigurer en quelque chose de neuf. Donc, sa capacité d'absorber des choses qui peuvent sembler inutiles est essentielle, parce que finalement, ça va devenir utile. Et vous dites, la diversité est cruciale. Oui. Parce que si tout le monde pense de la même façon, on ne s'échangera rien. Exactement. Et là, lorsque vous retournez sur l'intelligence artificielle, vous dites, là aussi, la diversité devrait être cruciale dans les ordinateurs qui réfléchissent de façon différente. Comment est-ce que vous passez de l'un à l'autre? Si on veut exploiter le mécanisme d'apprentissage collectif qu'on retrouve dans les sociétés humaines, où la diversité est importante, comme dans l'évolution, la diversité génétique est importante, il faut qu'on pense à des algorithmes d'apprentissage pour les machines qui est aussi un mécanisme générateur de diversité. Donc, d'où vient cette diversité? Ça vient du fait que différents agents, différents ordinateurs soient confrontés à des exemples, des données différentes. Puis, il y a le hasard. Nous, on ne vit pas chacun la même vie. Puis, même si on vivait la même vie, il y a un phénomène aléatoire dans notre cerveau qui fait que on produit des pensées différentes, un petit peu de manière aléatoire. Oui, puis parfois on réagit émotivement. Oui. Oui, où l'intelligence semble pas avoir le haut du pavé. Oui. Alors, ce serait peut-être une bonne chose de ne pas traduire ça dans le cerveau d'un ordinateur. C'est un sujet de débat et
Mais c'est vrai, c'est que la part d'émotion dans la création est importante. Et bon, et même il y a certains individus qui ne contrôlent pas leurs émotions hein, et qui deviennent des déviants ou même des criminels. Bon. Jusqu'à un certain point, aucun de nous est en contrôle complet de nos émotions. Alors, écoutez, parlez pour vous. mais donc, si on dit, on va terminer là-dessus, si on dit donc l'émotion est un élément clé dans la formation de l'intelligence, donc de la diversité, on devrait vouloir qu'il y ait de l'émotion dans l'intelligence artificielle. Et là, je me dis, je ne suis pas sûr de vouloir aller jusque-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Évidemment, c'est une opinion. Je pense que les émotions ont eu un rôle très important dans le développement de la conscience et de l'intelligence chez les animaux et l'humain, mais ce n'est pas nécessaire pour l'intelligence artificielle, selon moi. Ça n'enlève pas de la richesse? Ça n'enlève pas de la richesse. On pourra, si on veut, leur donner des émotions de manière un peu artificielle, mais c'est pas ça qui fait l'intelligence. L'émotion, c'est un mécanisme qui est en parallèle de l'intelligence et qui est important pour notre survie. Mais comme je disais au début, on peut avoir intelligence sans ego. On va terminer sur la fiction. Alors, est-ce que ces questions que je vous ai posées depuis le début, est-ce que ça vous embête que constamment tout le monde à table, à Noël, dans la famille, vous parle de la fiction sur l'intelligence artificielle ou ça fait partie de la vie? Ça fait longtemps que j'ai accepté cette partie de la vie. Je comprends que les gens puissent avoir peur et peut-être dans un futur éloigné, on devra faire attention, comme on le fait avec d'autres recherches, à inclure une certaine éthique dans les choix qui sont faits au niveau de la recherche, mais on est très loin de ça pour l'instant, donc les gens ne devraient pas Et vous, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous allez voir ces films, le film de Spielberg, Intelligence artificielle? C'est sûr, c'est sûr. Oui. Moi, je suis un adepte de tous les... C'est vrai? Tous les films de science-fiction. Et puis, est-ce que parfois vous dites... là, il n'y a rien compris, ou là, c'est... non, tu sais, ça, c'est intéressant, c'est bien vu? La plupart du temps, je suis déçu. Ah oui? Oui, parce que l'image de la science en général et de l'intelligence artificielle est très loin de la réalité, et très grossière. Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce sens-là, en sens inverse? Qu'est-ce que j'ai préféré? Il y a des films plus fins. On parlait tout à l'heure de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est clairement un bon exemple. Un autre exemple que j'ai bien aimé, c'est toute la série des Star Trek, incluant les premiers, puis Next Generation, c'est mon préféré. Enterprise? Enterprise, mais Next Generation, je pense que ils ont vraiment atteint leur maximum. Là. Oui, où là, il y avait un robot. Il y a toujours le robot. Et c'est toujours le même mécanisme. C'est le robot qui cherche son humanité. Mais ça, c'est romantique, disons. Yoshua Bengio, titulaire de la chaire Ubisoft en apprentissage de représentation pour les jeux vidéo immersifs. Ça veut dire que d'ici quelques années, lorsque vous jouerez sur un jeu Ubisoft, si vous aimez votre expérience et si vous pensez que le jeu est en train de s'adapter à votre personnalité, ce sera grâce au Dr Bengio, au professeur Bengio et à son équipe d'étudiants, de doctorants. Vous êtes combien dans votre équipe? On a une grosse équipe, à peu près 20-25 personnes. Très bien. Et puis, on termine encore en musique. Jean-Michel Jarre, Oxygène, pourquoi? C'est un son de mon adolescence et qui musicalement simple, mais qui me semblait être une bonne association avec la science-fiction, l'intelligence artificielle et tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ma conclusion, c'est que de façon non artificielle, vous êtes très intelligent. Et j'espère que, en tout cas, moi, je suis un peu plus à la fin de cette entrevue. J'espère que c'est la même chose pour tous nos auditeurs. Et on écoute, grâce à vous, Jean-Michel Jarre, Oxygène. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca. Vous trouverez sur le site également les annonces de nos activités publiques à venir. Vous y êtes conviés.
Également, et en particulier, les écoles internationales d'été du Cerium qui se déroulent pendant les 2 premières semaines de juillet. Les thèmes cette année, la question de la Chine, le printemps arabe, la Scandinavie, le modèle scandinave, pourquoi est-il un succès, la biodiversité, les droits de l'homme sur Terre et gestion de crise. Vous trouverez tout ça sur le site. Je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognian Guerriev, Charlène Ricard et Félix Lajeunesse. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.